Quand on regarde les cérémonies des Césars, les prix décernés aux techniciens passent un peu inaperçus. Et pourtant, le son, la photo, le montage constituent le film. Le montage, on va beaucoup en parler dans ce numéro de Histoires grâce au parcours de l'une des monteuses françaises les plus césarisées au XXe siècle. Marie-Joseph Yoyotte. Décédée en 2017, martiniquaise par son père, je l'ai rencontrée en 1999 pour une chronique de RFO qui s'appelait L'Otbo. Et voici ce qu'elle disait à propos de son métier. C'est par des amis qui faisaient des courts-métrages que je suis rentrée pour la première fois dans une salle de montage et j'ai été subjuguée par ce métier. Donc j'ai suivi une filière d'apprentissage professionnel. J'ai fait un stage en laboratoire de 6 mois, puis 3 stages sur des films, et puis je suis devenue assistante, et puis je suis devenue chef. Mais bien sûr que j'allais beaucoup au cinéma, mais si vous voulez, en grandissant, le cinéma est rentré dans ma vie, et je n'ai pensé en faire une profession que vers 22 ans. Mais là, à 22 ans, je suis rentrée en montage, et j'y suis toujours au bout de 50 ans. Marie-Joseph Yoyotte est entrée en montage comme on rentre dans un couvent. Tellement passionnée et dévouée à son métier pendant une 50aine d'années. Elle a monté environ 70 films, très variés. Parmi eux, les 400 coups, La guerre des boutons, La boum, Rue Cazenègre, Microcosmos, ou Je vous trouve très beau, de la regrettée Isabelle Mergo, décédée récemment. Nous allons explorer le parcours dense de Marie-Joseph Yoyotte dans ce numéro de Histoires intitulé « Un film, c'est déjà un rêve ». Vous écoutez Histoires, une collection de podcasts produite par le pôle Outre-mer de France Télévisions. Marie-Joseph Yoyotte est née le 5 novembre 1929 près de Lyon, d'un père martiniquais et d'une mère bretonne. Son père, dénommé Max, grandit en Martinique dans la commune de Saint-Esprit. Élève boursier, il part faire des études dans l'Hexagone avant de participer à la Première Guerre mondiale, comme nous l'explique Gilles Servant, réalisateur d'un documentaire très fouillé sur Marie-Joseph Yoyotte. C'est un collégien puis un lycéen brillant qui va donc finalement pouvoir bénéficier d'une bourse pour aller donc en métropole, faire ses études et devenir ingénieur chimiste dans ce qu'on va appeler après Rhône-Poulenc. C'est quelqu'un de brillant et donc qui, au début de la Première Guerre mondiale, c'est un officier qui va combattre. D'ailleurs, je crois qu'il va être blessé au combat. Pourquoi je parle de cette Première Guerre mondiale ? C'est parce que c'est là qu'il va rencontrer la mère de Marie-Joseph, puisqu'en fait, pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats ont pu échanger avec ce qu'on a appelé des marraines de guerre. Les marraines de guerre, c'était les soldats comme ça qui n'avaient pas de famille. Jean-Michel Yoyotte, neveu de Marie-Joseph. Il y avait des dames, en général, des dames catholiques, pieuses, avec ça fait partie des bonnes œuvres, qui envoyaient des colis et puis qui leur écrivaient du vrai courrier pour qu'ils aient une vie normale, à peu près. Voilà. Donc, il a épousé sa marraine de guerre. Voilà, c'est la seule femme qu'il connaissait. Voilà. Alors, je crois qu'elle était exactement, c'est une Bretonne de Paris, elle était mi-bretonne, mi-normande. Max et Marguerite Yoyotte donnent naissance en 1929 à Marie-Joseph, qui grandit à Paris. Elle n'a que 10 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant l'occupation, bien avant le cinéma, elle découvre le théâtre. Je suis venue au cinéma par le théâtre, à vrai dire. J'aimais énormément le théâtre. Étant une enfant de la guerre, c'était beaucoup plus facile d'aller au théâtre quand j'avais 14-15 ans que d'aller au cinéma parce que il y avait les jeunesses musicales, il y avait des encadrements pour aller au théâtre et le cinéma était toujours suspect de propagande. J'allais au cinéma, mais je connaissais pas le cinéma, je connaissais pas du tout les métiers du cinéma. Après-guerre à Paris, Marie-Joseph Yoyotte connaît et participe à la vie de Saint-Germain-des-Prés. Elle prend des cours d'art dramatique à l'école de la rue Blanche pour devenir comédienne et profite des années euphoriques d'après-guerre où tout était à reconstruire. Elle a connu l'effervescence de l'après-guerre, en fait. Gilles Servant, réalisateur. Donc tous les Noirs américains, tous ces
cave mythique de jazz, et ce qui fait qu'elle va connaître quand même Boris Vian, elle va rencontrer Jean Cocteau, elle va connaître Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, et beaucoup d'autres intellectuels. Elle est dans ce milieu-là, vu toutes les rencontres qu'elle va y faire, et notamment beaucoup de jeunes réalisateurs après avec qui elle va travailler. C'est quelqu'un à Saint-Germain-des-Prés qui est reconnu. Ses amis, alors c'est très intéressant parce que ses amis, c'était Brigitte Bardot. Jean-Michel Yoyotte. Il faut imaginer, c'est Saint-Germain-des-Prés. Tout le monde se connaît. Toute une génération de gens qui ont laissé un nom dans un domaine ou un autre se connaissent entre eux. C'est un tout petit monde. Et c'est le monde de l'après-guerre, c'est de l'immédiate après-guerre. Tous ces gens se connaissent. Trintignant, Nadine Trintignant était la meilleure amie de Marie-Joseph. Je l'appelais Joseph ou Marie-Joseph. Je faisais pas attention. Elle m'appelait Nadine ou Nana, on faisait pas attention. Et Nadine Trintignant, réalisatrice. On s'aimait beaucoup parce qu'on avait plein de points communs, quoi. Et le matin, par exemple, moi j'habitais rue du Bac et elle habitait près de l'église de Saint-Germain. Et alors, elle me dit un jour, quand je vois un chapeau ridicule, je sais que t'es arrivé au Flore et j'arrive. et on allait ensemble au studio quand on travaillait dans le même studio, bien sûr. Nadine Trintignant, la mère de la comédienne Marie Trintignant, est la grande amie de Marie-Joseph Yoyotte. À Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, elles se retrouvent au Café de Flore ou ailleurs. Elles débutent toutes les deux au cinéma comme assistantes monteuses. La carrière de chef monteuse de Marie-Joseph Yoyotte débute véritablement avec le documentaire « Moi, un noir » réalisé par Jean Rouch. Tourné en Côte d'Ivoire, ce film qui sort en 1958 revêt une importance particulière pour Marie-Joseph Yoyotte. Ça a été le plus important parce que Jean était et est toujours un homme merveilleux qui tourne avec son cœur complètement et qui, lui, alors justement, les contingents techniques, il ne connaît pas. C'est-à-dire que dire à quelqu'un « mais tu étais assis et tu avais le coude gauche appuyé quand on s'est arrêté de tourner, donc il faut que tu recommences comme ça », ça n'a aucune importance. Si le fil de la pensée est suivi, si la personne marche dans un tout autre décor, c'est très bien. Donc on a fait ce genre de montage où on suit le fil de la pensée et du récit et pas du tout sans s'occuper des raccords images et tout ça. Et ça a été vraiment une joie et une révélation pour moi et peut-être un petit peu ma marque de fabrique, si vous voulez. C'est une révolution dans le cinéma. Jean-Michel Yoyotte. Au départ, c'est une enquête sociologique sur des travailleurs immigrés. Et la volonté de faire un documentaire sur Trècheville, c'est-à-dire sur les faubourgs d'Abidjan. Ce film est important parce que... Alors, Rouch est important. Ce film est important parce que Rouch invente la nouvelle vague, purement simplement. Marie-Joseph Yoyotte s'inscrit donc dans l'histoire de la nouvelle vague. Ce n'est pas rien. Et c'est donc logiquement à elle que fait appel François Truffaut, l'un des fondateurs de ce courant du cinéma français. François Truffaut l'a choisi parce qu'elle avait monté Moi, un noir. Gilles Servant, réalisateur. Le montage de Moi, un noir a vraiment marqué beaucoup de réalisateurs, d'ailleurs de l'équipe des Cahiers du cinéma. Et ça l'a aidé après dans sa carrière, dans son début de carrière dans les années, fin des années 50, début 60, puisque c'est pour cela après qu'elle va monter... avec François Truffaut, avec Romer, avec Melville, et elle va monter aussi plusieurs films avec Yves Robert. Et donc c'est pour ça que je pense qu'elle insiste sur Moi, un noir. Ça lui a ouvert des portes, clairement. Marie-Joseph Yoyotte est donc la monteuse du film fondateur de François Truffaut, Les 400 coups, qui sera primé au Festival de Cannes en 1959. C'est un moment important parce que c'est le premier film que j'ai fait avec des gens de mon âge. J'avais 28 ans, Truffaut aussi. C'était mon second film comme
comme chef. Donc j'avais été assistante et en général, les réalisateurs avaient 50 ans, 60 ans. Enfin, c'était des gens confirmés. Là, l'importance des 400 coups, c'est que c'était une aventure de jeunes. On était jeunes. Mais à l'époque, vous saviez pas que ça allait faire un tel succès, vous imaginiez pas? Pas du tout. Je savais que c'était une histoire très jolie, magnifique, très sensible. Mais quand je fais un film, je ne sais jamais s'il va être un succès ou pas. Après les 400 coups, changement de style. Marie-Joseph Yoyotte monte La famille Fenouillard d'Yves Robert en 1960, une comédie française. La même année, elle joue un petit rôle de gitane dans un film de Jean Cocteau, Le Testament d'Orphée, dont elle assure aussi le montage. Visiblement, ça a été très agréable pour elle de travailler avec Jean Cocteau. Gilles Servant, réalisateur. Jean Cocteau, c'est un poète, enfin, c'est quand même une figure très reconnue. C'est une personne qui est beaucoup plus âgée qu'elle. Donc, à la Cinémathèque française, on a le scénario du Testament d'Orphée. C'est super parce que c'est vraiment une superbe archive, puisqu'en fait, il est annoté par Jean Cocteau et Marie-Joseph Yoyotte. Donc, Jean Cocteau, on voit même des dessins. Il dessine, voilà, il met quelques remarques, mais elle, on voit vraiment le découpage, c'est-à-dire les plans, comment ça doit être monté, enfin voilà, elle le décrit. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, dans ce film, elle est elle-même comédienne. Elle joue le rôle d'une gitane, on la voit, effectivement, elle est très très belle. Et donc, moi, j'étais content de retrouver cette archive à la Cinémathèque, parce que là, on voit effectivement comment elle travaillait, et que sur ce film, ça s'était vraiment très bien passé. Après Jean Cocteau, Marie-Joseph Yoyotte retrouve Jean Rouch en 1961 pour un nouveau documentaire tourné en Côte d'Ivoire. Puis elle participe au montage du magnifique Léon Morin, prêtre, qui confirme Jean-Paul Belmondo comme star incontournable du cinéma français. En 1962, elle retrouve le réalisateur Yves Robert pour La guerre des boutons. Inoubliable film avec sa réplique « Si j'avais su, j'aurais pas venu ». Et là, Marie-Joseph Yoyotte fait une pause de 8 ans. La raison ? Et l'amour, qu'est-ce que vous en faites? Nadine Trintignant, réalisatrice et amie de Marie-Joseph Yoyotte. Elle était amoureuse. Elle l'avait connu d'ailleurs à Val d'Isère en faisant du ski. Et elle m'avait raconté un truc très joli sur lui. Un jour, il devait partir. Ils n'étaient pas ensemble ni rien. Il n'y avait rien entre eux. Mais enfin, il y avait un trouble, sûrement. Et les troubles, c'est important. Et alors, elle était au bar de l'hôtel. Elle buvait un coup en étant un peu triste qu'il s'en aille, en étant même très triste. Et puis, le car s'en va. Et elle voit Pierre Daudet qui arrive, il pose sa valise et il dit « j'ai pas pu partir ». Donc c'était un grand amour. Marie-Joseph Yoyotte, donc, Gilles Servant, met sa carrière en pause pendant une dizaine d'années. Elle part dans le sud de la France, mais donc suite à son divorce avec Pierre Daudet, elle revient sur Paris. Elle a quelques contacts encore, c'est-à-dire on l'a pas oubliée. Et notamment des personnes avec qui elle a travaillé déjà, soit en tant que monteuse, soit juste des amis comme Nadine Trintignant, va lui permettre de revenir sur Paris, puisque en fait, ce n'est plus une jeune femme, c'est une mère de famille avec 2 enfants à charge. Elle revient sur Paris, et notamment grâce à Yves Robert, avec qui elle avait déjà travaillé en tant que monteuse. Là, lui, il est producteur. Et donc, il va produire en 1970 le premier film qu'elle va monter depuis 10 ans. Ce sera Le Distrait avec Pierre Richard, en fait. À son retour à Paris, Marie-Joseph Yoyotte renoue avec des réalisateurs. Fidèle en amitié, la monteuse retrouve facilement du travail. Ces réalisateurs ont souvent des noms dont la consonance se termine en « o ». Jean-Paul Rapneau, Claude Pinoteau ou encore Alain Corneau. Dans les réalisateurs avec qui elle va travailler souvent, il y a donc Jean-Paul Rapneau pour Le Sauvage et après Tout feu, tout flamme. Il y a Alain Corneau, mais il y en aura d'autres, et notamment Claude Pinoteau, c'est La Gifle, et puis surtout, peut-être l'un des plus connus, puisque moi je dis que c'est un film culte aussi, c'est La Boum.
Alain Corneau va la rappeler pour Tous les matins du monde aussi. Enfin, voilà. Et elle est fidèle. Et ils lui sont fidèles aussi. Alain, c'était un formidable metteur en scène. Nadine Trintignant, réalisatrice et compagne d'Alain Corneau. Et quand il avait une monteuse comme Marie-Joseph, il savait que c'était bien. Il savait que c'était ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il veut d'autre? Un metteur en scène, c'est très égoïste. Vous savez, c'est un métier de voleur et d'égoïste. C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un qui nous frappe, on s'en rend pas compte, mais plus tard, il reviendra dans ce qu'on écrit. Mais Alain, il adorait Marie-Joseph aussi, parce que Marie-Joseph était quelqu'un qui comprenait tout, qui comprenait aussi ce qu'on ne disait pas. Alors, quand on connaît quelqu'un comme ça, c'est du gâteau. Dès la 2e édition de la cérémonie des Césars, en 1977, Marie-Joseph Yoyotte remporte un trophée pour le montage de Python 357 d'Alain Corneau, un film policier avec Yves Montand et Simone Signoret, les grandes stars de l'époque. La remise des prix, c'est très rapide en fait. C'est-à-dire qu'on a donc l'annonce. Gilles Servant. Marie-Joseph Yoyotte monte sur scène et elle dit juste merci. C'est très étrange aujourd'hui, donc il n'y a pas de discours. Alors certes, voilà, peut-être qu'il fallait aller très vite, mais donc elle est entourée par Michel Piccoli, par Roger Hanin. Dans le public, on voit Claudia Cardinal, on a Claude Brasseur, on a Annie Girardot, on voit même Serge Gainsbourg avec Jane Birkin. Enfin, c'est... Voilà, on n'est pas n'importe où déjà, et Marie-Joseph Yoyotte, elle fait partie de ce monde-là. Même si, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est pas l'un des films les plus marquants de sa carrière, c'est quand même son premier César. Dans les années 70 et 80, Marie-Joseph Yoyotte enchaîne les films à un bon rythme. Elle soigne le montage du gros succès populaire des années 80, La Boum, qui révèle au public la comédienne Sophie Marceau. Mais dans ces années, il y a un film plus confidentiel qui revêt pour elle une importance particulière. Il s'agit de Rue Cazenègre, de Zane Palsy, inspiré de l'enfance de l'écrivain martiniquais Joseph Zobel, dont la grand-mère a tout fait pour qu'il ne travaille pas dans les champs de canne à sucre. C'est l'histoire d'une grand-mère qui essaie de faire en sorte que son petit-fils fasse des études et puisse évoluer. Et donc c'est une histoire que connaît Marie-Joseph Yoyotte, mais qui en fait la touche sur plusieurs points, puisque ce petit-fils qui sort de la canne à sucre pour faire des études, aller au lycée, et puis après il va pouvoir évoluer socialement, ça lui rappelle son père. Je ne dis pas que Joseph Zobel et mon père aient eu exactement le même parcours, puisque quand même mon père n'était pas enfant de quelqu'un qui cultivait la canne, mais il était orphelin de père et enfant d'une institutrice qui quand même élevait 5 enfants avec un salaire d'institutrice, ce qui, dans les années 1900, devait pas être le luxe. Et donc c'était, si vous voulez, le parcours à coup de bourse et de nécessité du bon travail scolaire et de l'importance de la tenue. Ça, j'ai connu ça à travers mon père tout le temps, quoi. C'était les mêmes souvenirs d'enfance, avec un peu plus d'aisance quand même. 3 sur 1, première. Cadré. Action! Ah ouais, la maille mangée. Ah, on fait tout maintenant. La rue Cazenègre. À l'origine une rue, puis un livre écrit en 1948. Okay. Une première pour l'auteur du livre, Joseph Zobel, dont c'est le premier ouvrage porté à l'écran. Une première aussi pour la réalisatrice du film, Zane Palsy, dont c'est le premier long métrage. Bon. Gessler, fais vite. On va manger chez José. Hein? Ou tu peux dire dans un premier temps, Gessler, fais vite. Ok? Nous avons beaucoup travaillé dans des conditions très très dures. Un film très lourd avec 800 figurants. Mais je dois dire que personnellement, je suis très très satisfaite. 90% des Antillais ont vécu ce que Zobel et les personnages de Zobel ont vécu. Donc c'est vrai que les Antillais sont très très concernés par ce sujet. Comment
comment Marie-Joseph Yoyotte et Eusanne Palcy se sont-elles rencontrées ? En fait, c'est grâce au réalisateur François Truffaut. Contacté par Eusanne Palcy, il a accepté d'être son parrain au cinéma et lui a conseillé de faire appel à une compatriote, Marie-Joseph Yoyotte. Grâce à cette mise en contact, la monteuse a enfin pu mettre les pieds en Martinique qu'elle ne connaissait pas. Quand elle est revenue de la Martinique, de toute façon déjà elle était assez fière de ses origines martiniquaises. Florence Ricard, monteuse et amie de Marie-Joseph Yoyotte. C'était important, c'était pas rien. C'est vrai que c'est avec Eusanne, je crois qu'elle est allée pour la première fois à la Martinique sur Ricaz-Nègre. Elle était ravie, elle était enchantée de son voyage à Martinique. Ça lui fait beaucoup de bien d'aller retrouver un peu ses racines, enfin une partie de ses racines. Florence Ricard a travaillé pendant 17 ans avec Marie-Joseph Yoyotte comme assistante. Dans les années 80, avant le numérique, le montage nécessitait plus de main-d'œuvre. Florence Ricard n'a pas participé au montage de Ricaz-Nègre. En revanche, elle assiste Marie-Joseph Yoyotte pour Siméon, le deuxième film d'Eusanne Palcy en 1992. C'est un conte martiniquais. Ce qui était original, c'est que c'était une histoire de magie. Il y avait un peu d'effets spéciaux, enfin des petites étoiles qui s'allumaient quand Siméon intervenait. C'était un espèce de fantôme en fait. Et c'était aussi un film musical, puisqu'il y avait tous les musiciens du groupe Cassav qui jouaient dedans. Donc c'était aussi très, très amusant et très sympathique à faire, quoi. Jacob. Attention. Jacob. Action. Papa, il est revenu te voir ce matin. Ça C'est pas Siméon? Siméon est mort et enterré. Enfin, je veux dire, dispersé. Mais papa, il était là cette nuit. Tu le sais bien. Il t'a même appelé une chose molle. Va à l'école. Monsieur Siméon est revenu, j'en suis sûre. Monsieur Siméon! Monsieur Siméon! Tu es folle, tais-toi! Monsieur Siméon! Coupé. Siméon, Tous les matins du monde, tout ça, ce sont des films qui ont été tournés en pellicule. Ça date d'avant les années 2000. Ça prenait un peu plus de temps qu'aujourd'hui, mais on était deux à le faire. C'est-à-dire que maintenant, on est tout seul sur sa machine. On monte, on est tout seul. On a tendance à regarder au raccord. Là, on ne le faisait pas. Marie-Joseph, elle réfléchissait, elle faisait des marques. Si elle changeait d'avis, elle effaçait ses marques et elle allait chercher une autre prise pour voir si elle pouvait faire mieux. Enfin, mais ça obligeait la monteuse à conceptualiser beaucoup plus ce qu'elle était en train de faire et à réfléchir beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, où la facilité, c'est de faire son raccord, de regarder ça va pas, mais on ne prend pas le recul nécessaire. Dans les années 90, Marie-Joseph Yoyotte travaille régulièrement pour la réalisatrice José Dayan, qui signe de grandes fresques, telles que Balzac, le comte de Monte-Cristo ou Les Misérables pour la télévision. Elle monte aussi son premier documentaire animalier pour le cinéma, Microcosmos. Ce film novateur pour l'époque raconte la vie intime et quotidienne des insectes. Marie-Joseph Yoyotte s'est intéressée on pourrait dire, à tous les cinémas. Gilles Servant, réalisateur. Donc elle va aussi vers ce qu'on peut appeler le documentaire animalier. Et Marie-Joseph Yoyotte dit qu'on a fait appel à elle parce qu'elle elle venait de la fiction et qu'on souhaitait montrer des animaux comme si c'était des personnages d'un film. Donc il fallait choisir dans ceux qui étaient mauvais comédiens. Donc elle en parle sur des scarabées, je crois. Et pareil, à un moment, une scène qui est marquante, c'est un accouplement d'escargots. Qui, en fait, elles ont dû assister à beaucoup d'accouplements, donc c'est beaucoup d'heures de rush. Microcosmos, c'était quand même un film un peu particulier. Il y avait un scénario avec des choses très écrites pour chaque animal utilisé, certains le matin, certains le midi, etc. Florence Ricard. Il y avait énormément de matériel, mais pas tant que ça, si on rapporte à ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'était quand même de la pellicule. Et ça a été tourné sur, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans. Enfin, 3 saisons. C'est pas 3 ans en continu, parce que chaque animal, il y avait des périodes bien déterminées pour faire éclore un moustique ou faire des scènes d'amour à des escargots ou n'importe quoi. Enfin, il y avait vraiment des moments très déterminés dans l'année. Donc, on a d'abord eu un très gros travail pour tout dédoubler et tout ranger sur des étagères pour mettre tous les moustiques avec les moustiques, tous les escargots avec les escargots.
Mais c'était quand même un film très particulier, c'était tout muet, on a tout monté en muet, il n'y avait pas un son. Sur le montage final auquel on est arrivé, il y avait le musicien Bruno qui travaillait, il y avait le monteur son qui travaillait de son côté, mais qui lui travaillait déjà en numérique, nous on était en pellicule, mais on a fait toutes les projections complètement muettes. À l'arrivée, le film dont la bande-son est très soignée remporte un gros succès. Le résultat est spectaculaire et Marie-Joseph Yoyotte en est vraiment l'artisane avec Florence Ricard. Elle remporte donc son 2e César en 1996 pour Microcosmos. Les 2 monteuses, donc Florence Ricard et Marie-Joseph Yoyotte, montent sur scène et donc en fait c'est Marie-Joseph Yoyotte qui parle. C'est très ironique sa formule, c'est qu'elle dit voilà, elle voudrait remercier les producteurs et ceux qui oublient la post-production. Là, elle dit c'est que le montage est négligé, à la fois dans le cinéma, mais dans la production d'un film, c'est qu'on n'accorde pas assez de temps pour le montage lui-même. Et alors que, quand même, c'est Marie-Joseph Yoyotte, c'est-à-dire c'est une référence. Mais donc voilà, c'est son 2e César. Elle a, on voit donc son importance. Clairement, je peux parler de charisme aussi. Ah bah oui, je m'en souviens. D'abord parce que je n'avais pas très envie qu'on m'appelle. J'avais pas très envie de monter sur scène. Je suis pas très à l'aise avec ce genre de cérémonie. Et donc on est montés toutes les 2 sur scène. Et puis voilà, puis après on disparaît dans les coulisses. Il y a des gens qui nous ont interviewés. Et Marie-Joseph, elle m'a dit, tu vas avec les Anglais ou les Américains, je sais pas. Bref. 5 ans après Microcosmos, Marie-Joseph Yoyotte monte son 2e film animalier, Le Peuple migrateur, avec lequel elle remporte son 3e César en 2004. Le Peuple migrateur raconte de manière spectaculaire la migration des oiseaux, notamment de plusieurs espèces d'oies. Le film est produit par Jacques Perrin. Si le nom de Jacques Perrin ne vous dit rien, en fait il a été comédien et joue le rôle du jeune peintre dans Les Demoiselles de Rochefort, le film. Mais revenons au Peuple migrateur avec sa monteuse Marie-Joseph Yoyotte. Ce sujet était tellement important pour Jacques, il le portait tellement en lui qu'on était vraiment galvanisés sur ce film. On est rentré, c'était que ce soit au niveau de la musique, au niveau du montage, et je sais que pour les opérateurs aussi, il y a eu une espèce de phénomène presque de transe. On était, mais je crois qu'aucun film ne m'a autant fatigué que celui-là. Épuisée, fatiguée, mais toujours active, Marie-Joseph Yoyotte monte son dernier film intitulé Le Deuxième Souffle en 2007. Elle décède 10 ans plus tard, à Issy-les-Moulineaux. Elle repose au cimetière du Père-Lachaise. Marie-Joseph Yoyotte laisse derrière elle l'image d'une grande professionnelle, fidèle en amitié. C'était une référence, c'était vraiment quelqu'un, voilà, c'était une référence. C'est-à-dire que dans les années 80, on se battait pour être en stage avec elle. C'est-à-dire que c'était vraiment un nom pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de productions. Voilà, c'était important de l'avoir au montage. Donc c'est pour ça qu'elle a 50 ans de carrière. C'est-à-dire qu'elle n'a arrêté qu'en 2007. En 2007, elle a 78 ans. Je ne pense pas qu'elle aurait eu 3 Césars et fait la carrière qu'elle a faite si ça n'avait pas valu le coup. Non, mais elle a une carrière extraordinaire quand même, Marie-Joseph. C'était une très grande monteuse. Et pourquoi on peut dire que c'était une très grande monteuse ? Parce qu'elle avait un regard, parce qu'elle était capable de regarder les plans et de les choisir, parce qu'elle avait un sens de la construction et du raccord, du rythme. Voilà, c'était un montage qu'aujourd'hui on dirait peut-être classique, mais très élégant. Je suis toujours frappée de ça, que chaque chose est très élégamment faite. C'est très fluide, un montage de Marie-Joseph. Quelque chose que j'aime beaucoup, et parce que sur tous les films, pratiquement, il se pose des problèmes de construction, des problèmes de scènes qui manquent, ou de jeu qui est un peu moins bien, donc il faut trouver des moyens de contourner les problèmes qu'on rencontre, ou de les résoudre, et qu'elle avait cette capacité-là de réfléchir dans son coin, et d'apporter beaucoup de choses au metteur en scène à ce niveau-là. C'était une force de proposition. Et Marie-Joseph, en fait, si on la résume, son chemin a été sans faute de sa part à elle. Elle s'est toujours bien conduite. Je connais rien de pas bien qu'elle ait fait.
Je connais pas une personne qui la mettait en doute ou en je sais pas quoi, vous voyez. C'était vraiment une femme rare et très aimée. Et c'est bien normal qu'elle était très aimée. Et moi, j'étais heureuse de l'avoir comme amie. C'était une grande, grande amie. Marie-Joseph Yoyotte a monté 70 films français qui, pour certains, ont connu beaucoup de succès, tels que Diva, L'été en pente douce ou Tous les matins du monde. Le montage est un travail exigeant, dur, ingrat et pourtant tellement important. Un bon montage peut sauver un film, un mauvais le ruiner. Marie-Joseph Yoyotte fait partie des monteuses qui sauvent des films ou les subliment. Un grand merci à Bruno Dessommes et Claudia Soto qui m'ont aidé à monter ce podcast. Vous pouvez retrouver Histoires sur les femmes antillaises pionnières au cinéma ou au théâtre avec les 2 séries sur Sarah Maldoror et Génie Alpha. À bientôt, chers auditeurs des Histoires. C'était Histoires, une collection de podcasts produite par le pôle Outre-mer de France Télévisions. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site lapremière.francetvinfo.fr.